Saviez-vous qu'on peut s'inspirer de la nature pour concevoir nos produits, nos procédés, nos systèmes de manière plus saine et plus durable? Bio pour vivant, mimétisme pour imiter. Le biomimétisme consiste donc à imiter le génie de la nature pour trouver des solutions à nos défis de design. Mais pourquoi imiter la nature? Parce que la nature, en fait, c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Avec le perfectionnement qu'il y a eu à travers les années, les organismes vivants qui nous entourent ont déjà trouvé les solutions, ont les meilleures stratégies pour faire face aux conditions qu'on a sur la planète et à vivre durablement. Quel meilleur exemple que la nature, que un développement durable et un exemple de prospérité. 3,8 milliards d'années de recherche et développement pour nous aider. Nous, l'être humain, ça fait seulement 200 000 ans qu'on est arrivé sur la planète. Donc, relativement parlant, on est une très jeune espèce. Et nous, comment on fait les choses, comment on produit nos choses, c'est avec beaucoup de chaleur, de pression, de traitement chimique. Et c'est ce qui fait qu'on est pris avec des composés qui sont toxiques, nocifs pour notre propre santé et celle de nos écosystèmes. Ça, c'est comment nous, on fait les choses. Mais la nature, elle, comment elle fait les choses, c'est avec une température ambiante, une pression ambiante, une chimie à base d'eau, une chimie saine, tout à l'énergie solaire, avec le minimum de matériel possible. Donc, la nature, on devrait s'inspirer, on aurait avantage, en fait, à s'inspirer des organismes vivants qui étaient là bien avant nous. Moi, je rêve d'un monde où est-ce que un monde pur, un monde sain, en fait, si on imaginait un monde qui était à l'image de la nature, on pourrait penser qu'on peut respirer l'air pur, rempli d'oxygène à tous les jours en permanence, boire l'eau de l'eau de source de nos robinets qui serait revivifiante, de s'alimenter d'aliments, de nutriments qui sont bénéfiques pour notre corps. Moi, je rêve de ce monde-là, mais on n'y arrivera pas tout seul. La bonne nouvelle, c'est que le biomimétisme est là pour nous aider. Alors, comment ça se passe, cette approche-là de biomimétisme? En fait, c'est quand on a un défi de design, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir dans la nature comment les organismes vivants ont déjà trouvé les solutions à ce défi-là. Et là, on revient avec les stratégies du vivant pour intégrer dans notre solution. Avec cette approche-là, il y a une multitude d'entreprises qui ont pu révolutionner leurs industries en économisant beaucoup de ressources, en diminuant leur impact sur l'environnement et en augmentant leurs profits. Je vais vous parler de 3 exemples d'application du biomimétisme. Le premier, on part toujours d'un défi de design. Hein? Donc, c'est un train au Japon, un TGV, qui s'appelle le Shinkansen et communément appelé le train balle de fusil parce que quand il passait dans les tunnels, il créait des booms soniques à travers la ville. Pourquoi? Parce qu'il manquait d'aérodynamisme. Et parce que quand il passait dans les tunnels, il créait une espèce de piston, effet de piston, qui créait une vague de pression en avant de lui, ce qui faisait qu'à la sortie du tunnel, c'est ça créait un boom sonique à travers la ville. Il fallait trouver une solution à ça. Les ingénieurs de l'équipe du train se sont penchés sur le sujet pour trouver une solution. Rien à faire, ils ne trouvent pas de solution. Mais l'ingénieur en chef était un amateur d'oiseaux. Et il s'est demandé, est-ce que la nature aurait une solution pour mon défi de design? Et c'est là qu'il est tombé sur le martin-pêcheur. Le martin-pêcheur, lui, pour survivre dans la vie, il doit pêcher des poissons pour se nourrir. Et l'évolution de son bec à travers les années a fait que c'est le design le plus parfait pour passer d'une densité de pression qui est l'air à une autre densité de pression qui est l'eau sans créer de perturbations. Le martin-pêcheur avait déjà trouvé la solution au défi de design du train.
L'équipe s'est donc penchée plus particulièrement sur la forme du bec du martin-pêcheur pour pouvoir étudier tout comment ça se passe et appliquer ça sur le devant du train, ce qui a permis d'économiser 15% moins d'énergie avec 10% qui permettait au train d'aller 10% plus vite. Et ça a permis d'enlever complètement le bruit qui causait dans les tunnels. C'était le premier exemple. Deuxième exemple. C'est un projet sur lequel moi j'ai travaillé. Christophe, voudrais-tu juste aller chercher mon... Oui. C'est comment faire un siège automobile qui est plus confortable, parce qu'on veut toujours des sièges plus confortables, plus légers et plus écologiques. Donc, ça, c'était pour remplacer, vous savez, la fameuse mousse beige en polyuréthane qui est ultra toxique, néfaste pour notre santé. Donc, on voulait trouver une alternative à ça. Et on s'est penché sur le sujet pour trouver un organisme en particulier qui a pu nous aider. Donc, le pain, le colibri ou l'abeille. Qui dit le pain? Est-ce qu'on s'est inspiré du pain? Non, personne. Qui dit le colibri ou l'oiseau-mouche? Personne. Ah, mais vous êtes donc ben bon. Qui dit l'abeille? Ah, mais c'est ça, vous avez vu. Non, ça va. Donc oui, c'est effectivement l'abeille. Et pourquoi l'abeille? C'est parce que l'abeille utilise des formes hexagonales pour faire ses alvéoles. Et les formes hexagonales dans la nature, qui sont d'ailleurs utilisées par d'autres organismes vivants, parce que c'est une forme qui optimise le mieux possible l'utilisation des ressources. Donc, le minimum de matériel utilisé, donc très léger, pour le maximum de solidité. On a pu intégrer ce principe de design-là de la nature pour intégrer dans la conception du siège automobile, ce qui a permis de faire un siège automobile plus confortable parce que ça distribue la pression d'une manière optimale, plus léger pour l'utilisation de matériaux minimaux aussi. Et on a pu faire le siège automobile, l'assise, avec un matériau qui est le thermoplastique, qui est 100% recyclable et qui émane une fraction minimale de composés organiques volatiles, composés néfastes, comparativement à la fameuse mousse beige. Un dernier exemple de comment la nature a pu nous aider en industrie, c'est l'exemple de Interface. Il y a mes collègues qui ont mentionné cette entreprise-là, mais qu'est-ce qu'elle a fait en éco-conception? En fait, quoi de plus polluant que Interface, c'est une entreprise dans l'industrie de la moquette. Donc, quoi de plus polluant que la moquette? Avec les textiles, les détergents, les colorants, les colles, les agrafes pour fixer au sol. Donc, eux, ils se sont dit, oui, OK, on est polluant, on a un impact très négatif sur l'environnement, mais on veut changer. On veut trouver une alternative à nos procédés, nos designs, etc., même notre mission d'entreprise. Alors, ils ont consulté des biologistes spécialistes en biomimétisme et ce qu'ils ont découvert, les designers, c'est que nous, en tant qu'humains, comment on fait les motifs habituellement, c'est avec des formes géométriques, surtout, avec des couleurs uniformes, comme des losanges bleu, bleu, rouge, bleu, bleu, rouge. Et ça, c'est comme ça, nous, on crée nos designs. Mais si vous remarquez, dans la nature, sur le tapis de feuilles dans la forêt, ce qu'ils ont découvert, en fait, en allant se promener dans les bois, c'est que le tapis de feuilles dans la forêt, le sol forestier, il y a des feuilles qui sont différentes. C'est un motif qui est aléatoire, qui est différent dans les formes, dans les couleurs et dans les textures. Il n'y a pas une feuille de pareil. Et il peut y avoir un coup de vent, les feuilles volent au vent, reviennent par terre, et c'est un motif différent, mais qui est toujours harmonieux à l'œil. Donc, vous voyez d'autres exemples de design de la nature qui sont aléatoires.
ce principe-là a été intégré dans la conception des moquettes. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'à la place d'utiliser des rouleaux de tapis et que s'il y a une usure quelconque au centre de la pièce qu'il faut remplacer toute la surface, ils se sont mis à faire des tuiles de moquettes à la place pour être capable de faire un design aléatoire et de pouvoir mettre les tuiles dans n'importe quel sens et que ça soit harmonieux à l'œil. Ça, c'est une façon par laquelle l'entreprise Interface a pu intégrer le biomimétisme dans un de leurs designs. Mais après ça, ils se sont penchés sur comment la nature pouvait les aider à intégrer des solutions pour coller, pour fixer le tapis au sol en s'inspirant des pattes de gecko. Ils se sont même inspirés de la nature, du principe de fonctionnement des fourmis pour changer leur gestion des opérations. Ils ont intégré le biomimétisme comme partie intégrante de leur culture organisationnelle. C'est maintenant même une de leurs stratégies corporatives qui est très importante pour eux. Là, vous vous demandez, oui, mais combien ça coûte? Il y a combien de réduction d'utilisation de matière? En fait, ils ont économisé des tonnes et des tonnes de matières premières, de ressources. Ils ont réduit leur impact sur l'environnement de manière significative. Et en plus de ça, ils ont pu économiser 405 millions de dollars en 12 ans. Donc, environ 300 millions d'euros en 12 ans. L'initiateur de l'intégration de la démarche de biomimétisme dans l'entreprise, qui est Ray Anderson, lui, il disait, pour les entreprises du futur, la question, c'est plus de se poser la question, c'est plus de se demander combien ça coûte d'être vert ou de faire d'éco-conception, mais c'est maintenant de se demander combien ça coûte de ne pas être vert et de ne pas faire de l'éco-conception parce qu'ils n'auraient pas économisé 300 millions d'euros s'ils n'avaient pas fait cette démarche-là. Donc, c'est une des entreprises pionnières qui ont intégré le biomimétisme dans leur stratégie d'entreprise. C'était tout pour les exemples. Je vais conclure en disant que l'imitation de la nature en design demande un changement de vision par rapport à la nature. On ne veut plus exploiter la nature. On ne veut plus être au-dessus de la nature, la contrôler. On veut être d'égal à égal et d'apprendre de la nature. Et pour ce faire, on travaille de manière multidisciplinaire. Donc, on travaille des designers avec des biologistes, des ingénieurs, même des artistes, des gestionnaires pour pouvoir prendre des points de vue différents et travailler à la table de design ensemble. Et cette co-création-là, c'est ce qui crée les innovations les plus révolutionnaires. Pour finir, j'aimerais dire que cette approche-là, elle n'était pas beaucoup connue il y a une quinzaine d'années, mais maintenant, elle est en ascension fulgurante. On voit de plus en plus la logique en arrière de ça. La nature, c'est un laboratoire de recherche et développement incroyable. Donc, la solution, c'est à la place d'essayer de réinventer la roue, c'est de partir des connaissances qui sont déjà là dans la nature et nous prendre toute notre créativité d'humain, combiner ça ensemble pour créer l'innovation. Comme Christophe l'a dit, je viens du Canada, j'ai fondé un organisme de sensibilisation au biomimétisme, à l'éducation, parce que je pense que c'est une des méthodes du futur. C'est les jeunes, c'est vous qui allez faire le design du monde de demain. Alors, moi, je peux vous dire que j'ai le plus beau métier du monde parce que j'ai la chance de pouvoir transmettre les 3,8 milliards d'années de recherche et développement, les secrets de la nature, aux créateurs de ce monde qui sont vous. Et c'est comme ça que je contribue positivement à la société. Alors, pour conclure, j'aimerais vous poser la question, et vous? Comment allez-vous contribuer positivement à ce monde?